Bonjour à tous et bienvenue dans la Collegia. Donc, on se retrouve aujourd'hui à Castelnuomagus. On est sur un site fantastique, un site archéologique. On se trouve à peu près entre Limoges et Angoulême. Ce site archéologique est vraiment fascinant parce que c'est des anciens thermes gallo-romains qui est composé de plusieurs parties. On a qu'à la partie therme, on a la partie temple. Ce qui est fascinant avec ces bâtiments persistants, c'est leur dimension réservoir de connaissances. C'est vraiment des bijoux, c'est vraiment des témoignages d'un temps passé. Pour quelqu'un de métier, c'est vraiment des témoignages fascinants. Nous, aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser trop à la dimension archéologique et historique, parce qu'il y a des gens très bien qui le feront bien mieux que moi. Par contre, apporter un regard plus technique, plus d'un œil de quelqu'un qui travaille la matière, ça pourrait être quelque chose de super intéressant. On y va ? Donc là on arrive sur une maçonnerie vraiment typique romaine. Donc s'il y a les parties de grands appareils avec les gros blocs, il y a aussi des maçonneries de petits appareils avec des petits blocs. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il y a des trous un peu sur l'ensemble de la maçonnerie. Ces trous-là en fait servaient à recevoir les boulins de l'échafaudage, qui permettaient de maçonner et de monter le mur. C'est-à-dire qu'on arrivait à ce niveau, on mettait l'échafaudage, on montait encore un étage, on rajoutait un échafaudage. Et en fait ces trous de boulins vont rester du fait de l'enlèvement de l'échafaudage. Donc c'est pas du tout une volonté de... C'est pas une erreur de maçonnerie, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'édifice. L'avantage de laisser ces trous, c'est que ça permet ensuite, si on a besoin d'intervenir sur la maçonnerie ou sur la couverture, de pouvoir remonter rapidement un échafaudage. Donc là, on va arriver sur une reconstitution d'un tour à pierre. En fait, c'était un système qui te permettait, comme un tour à bois, mais pour la pierre. C'est-à-dire que tu venais encastrer ton bloc, ça devait sûrement être un cylindre, j'imagine, directement dans la machine. Une seule personne faisait tourner ça un peu comme un cabestan. Et avec le ciseau, tu venais sûrement faire la forme. Donc l'avantage, c'est que ça te permet d'être assez régulier. Et surtout, c'est que ça te permet de faire des colonnes pratiquement de manière industrielle. Parce que pour faire une colonne, ça prend un peu de temps. Et je pense à des colonnes justement en Inde, là, qui ont un peu cette forme avec des moulures très régulières. On peut imaginer qu'ils avaient des tours à pierre. Et après, ça ne veut pas dire que toutes les colonnes sont tournées. Mais au moins qu'une certaine partie de colonnes de taille, on va dire, modeste, l'ont été. Parce qu'il faut bien imaginer que les Romains ont vraiment une capacité à industrialiser les poteries. Par exemple, les poteries, on peut dater énormément de choses avec les poteries, mais ils ont surtout une capacité à industrialiser et à presque faire du macartisme de production. Donc là on va se retrouver dans les salles basses, donc plus les parties techniques justement des thermes. Là, on a pu visiter un peu les parties, visibles au public. Mais là on va aller voir un peu comment se passait la machinerie du dessous et comment ils chauffaient l'eau. Les restes des trous de boulin, là tu vois vraiment les niveaux, les niveaux qu'ils ont atteints justement, avec ces fameux trous pour l'échafaudage et monter petit à petit jusqu'à les laisser. Il y a un truc qui est super intéressant aussi dans tous ces monuments, c'est tout ce qui est lié à la gestion de l'eau. Ils ont une capacité à gérer l'eau, à gérer l'étanchéité, qui est vraiment fascinante et je pense qu'on est encore loin de l'avoir atteinte. Ce qui est intéressant, c'est de voir le côté dédale du lieu. Il y a des endroits partout, on peut passer partout. On sent que c'est vraiment une machinerie qui est vraiment au service de quelque chose des bassins d'en haut, quoi. Là, ce qui est fascinant avec cette roche, c'est que de prime abord, on pourrait penser que c'est du calcaire, mais quand on regarde un peu plus près, en fait, c'est de l'impactite. Alors si je ne me trompe pas, il s'agit bien d'une roche d'impact qui est issue d'une météorite qui est tombée, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont construit les thermes avec de la roche d'impact météoritique. C'est un truc de dingue. Et je crois que même quand on regarde un peu plus près, on a même des occlusions de...
C'est fascinant quoi. Il y a même des occlusions de métal dedans. Donc, ils ont vraiment construit des terres avec une roche spéciale. Il y a vraiment une volonté de construire ça avec ça quoi. Est-ce qu'ils savaient ce que c'était? Je pense pas. Par contre, ils ont sûrement dû savoir que la roche avait peut-être des propriétés particulières. Un truc qui est super intéressant ici, c'est qu'on est dans un lieu qui s'appelle Castelnumagus. Castelnumagus, ça vient de Cassagne, chasne, qui veut dire chêne en gaulois. On devait sûrement être dans une forêt de chêne monumentale autour. Et en fait, pour chauffer l'eau, ils devaient amener du bois, du combustible, et sûrement ils ont dû déboiser tout autour. C'est très intéressant de voir un peu la gestion, la gestion des ressources autour, parce que la région a été déboisée justement à cause de ces termes. Donc on peut imaginer aussi que la gestion du patrimoine forestier à l'époque n'était pas non plus optimisée et qu'on avait un peu les mêmes défauts. C'est-à-dire qu'on a un peu le côté la ressource est quelque chose qu'on peut prélever. Il y avait aussi un peu cette mentalité-là, vraiment la mentalité de pas forcément prendre en compte la ressource autour. Ils ont vraiment déboisé toute la forêt autour, donc un peu comme ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Ici, là, on peut voir un peu le travail justement le travail de calorification de l'eau. C'est vraiment un travail. Il y avait quelqu'un qui était ici, qui amenait le bois pour mettre le feu, pour amener la chaleur dans les bassins et faire chauffer l'eau. Et pratiquement chaque foyer avait ses températures différentes, parce que chaque salle n'a pas la même température. On avait la salle froide, une salle tiède, une salle chaude, une salle qui était plus pour la situation. Donc il y avait vraiment un travail de régulation de la température qui était extrêmement travaillé, quoi. Là, ce qui est super intéressant ici, c'est toute la capacité que les Romains et les Gallo-Romains ont à gérer l'eau. On peut voir qu'il y a des ponts d'étanchéité partout, et ils ont vraiment travaillé ça, c'est vraiment fascinant, quoi. À la fois ils récupèrent l'eau de pluie, à la fois ils récupèrent les eaux chaudes, les eaux froides, ils arrivent à en faire quelque chose. Il y a vraiment une gestion de l'eau qui est vraiment fascinante. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à partager, à commenter et vous abonner. A bientôt et bon courage sur la voie.